La chapelle s'est figée lorsque la voix de ma mère a tranché l'air. Tu as changé de nom. Ce n'était pas un choc, mais un jugement. Toutes les têtes se sont tournées. La main de mon père s'est crispée sur le programme. Mon frère a cessé de rire dans l'embrasure de la porte. Je me suis glissée sur le siège de la deuxième rangée, la feuille encore chaude dans ma paume, mon nouveau nom imprimé dans un noir qui semblait presque délibéré. La chaise à côté de moi, celle réservée à la famille, est restée intacte, tout comme chaque étape importante qu'ils avaient manquée. Mais en regardant cet espace vide, quelque chose a changé. Ils pensaient que le silence d'aujourd'hui m'exposait. Ils n'avaient aucune idée qu'il les exposait, eux. J'ai grandi en apprenant à me faire toute petite entre des vies plus bruyantes. Dans notre maison à Lyon, le bruit était synonyme d'importance, et l'importance ne m'appartenait jamais. Je me souviens de la façon dont les talons de ma mère claquaient sur le carrelage chaque fois que Benoît avait besoin de quelque chose de plus fort, de plus vif ou d'urgent, d'une manière que mes besoins ne l'étaient jamais. Viviane avait toujours droit au ton doux, aux mains chaudes sur ses épaules, à l'attention persistante qui faisait que la pièce se penchait vers elle. J'étais la calme, celle qui nettoyait ses propres dégâts, préparait ses propres déjeuners et apprenait très tôt à ne pas interrompre les conversations qui coulaient sur moi comme de l'eau. La première fois que j'ai remarqué ce schéma, j'avais 12 ans. Viviane avait une exposition d'art plastique au collège. Une rangée de toiles peintes appuyées contre le mur du gymnase. Ma mère planait près d'elle, souriant aux voisins, brossant des peluches inexistantes sur sa robe. Je me tenais dans un coin, tenant le certificat que j'avais reçu plus tôt ce matin-là, un prix pour un concours scientifique régional. Personne de ma famille n'est venu. Ils ne s'étaient même pas souvenus de l'heure. Maman est passée devant moi comme si je faisais partie du décor. « Tiens la veste de ta sœur », a-t-elle dit en me tendant le tissu doux sans un regard. J'ai plié le certificat dans ma poche, le papier froissé assez fort pour faire écho. Personne ne l'a entendu. Des années plus tard, lors de ma remise de diplôme au lycée, ils sont arrivés en retard. La cérémonie avait déjà commencé. Ma rangée de camarades de classe s'agitait en cherchant des sièges. Quand mon nom a été appelé, je me suis levée en scrutant la mer de visages pour trouver les 4 qui comptaient. Une seule chaise dans la section famille était vide, la mienne. Mes frères et sœurs étaient allés à une fête au bord d'un lac et mes parents étaient coincés dans les embouteillages, bien que j'ai appris plus tard qu'ils s'étaient arrêtés pour prendre un café. J'ai tenu le programme si fort que le coin s'est déchiré. J'ai avalé la piqûre et je me suis rassise lentement, comme si des mouvements prudents pouvaient cacher le vide. L'université n'était pas différente. À Toulouse, j'ai envoyé des rappels des semaines à l'avance pour une cérémonie de remise de prix du département. Viviane a répondu par un emoji cœur. Benoît a laissé le message en vue. Mes parents ont répondu 3 jours plus tard par un désinvolte on essaiera. Ils ne sont jamais venus. Ce soir-là, j'ai mangé un plat à emporter seul sur les marches de la résidence universitaire, mon prix reposant à côté de moi, toujours à l'intérieur de l'enveloppe qu'il n'avait pas ouverte. Plus je vieillissais, plus je devenais silencieuse. J'ai appris que résister ne menait qu'au refrain familier de maman, ne sois pas dramatique, Élise. Papa hochait la tête en signe d'accord sans lever les yeux de son téléphone. Mes protestations devenaient plus courtes chaque année jusqu'à disparaître complètement. Le dernier flashback qui est resté avec moi, coincé comme une écharde, était la cérémonie où je présentais mes premières recherches sur le dessalement. 5 sièges réservés, tous vides. Je tenais un programme plié dans ma main, lissant le même pli encore et encore, essayant de prétendre que le creux à côté de moi n'était pas visible. Un texto a vibré, puis une photo de Benoît en train de faire des grillades lors d'une fête dans son jardin. « J'aimerais que tu sois là », a-t-il écrit. Il ne le pensait pas. C'est ce jour-là que j'ai appris ma place dans la famille. Un espace calme au bord de leur vie, jamais vraiment vu à moins que je ne reste silencieuse. Le changement ne s'est pas produit en un instant. Il s'est construit lentement comme la pression derrière une porte que j'avais gardée fermée pendant des années. Mais le jour où elle a finalement craqué était ordinaire, calme, faussement normal. 8 mois avant ma soutenance de thèse, j'ai envoyé l'annonce à ma famille. Un avis propre et formel de l'université, date et heure imprimée à l'encre noire.
Je l'ai envoyé par la poste à la maison de Lyon, j'ai envoyé le rappel par texto, je l'ai ajouté au groupe de discussion familiale. 22 avril, 15h, ai-je écrit. Ma mère a répondu des heures plus tard avec un distrait, si fière, ma chérie. Viviane a envoyé un pouce levé. Benoît a tapé, sympa. Je me suis dit que c'était suffisant. Tout l'hiver, j'ai répété la date à chaque dîner dominical. Maman hochait la tête sans lever les yeux de son téléphone. Papa murmurait quelque chose qui aurait pu être un accord. Viviane parlait des horaires de foot de ses enfants. Benoît revenait à ses dernières expériences de barbecue. Je leur rappelais quand même. 5 mois, 3 mois, 6 semaines, 2. Chaque rappel donnait l'impression de taper sur une fenêtre verrouillée, insonorisée de l'autre côté. Puis en février, Benoît a posté l'invitation. Grand barbecue de printemps. Le visuel disait, 22 avril, à partir de midi. J'ai fixé l'écran assez longtemps pour que les pixels deviennent flous. Quand je l'ai appelé, il semblait sincèrement confus. C'est à quelle heure ton truc déjà ? A-t-il demandé comme s'il ne l'avait pas entendu 20 fois. 15h, ai-je dit. Les gens peuvent faire les deux, a-t-il répondu. Viens juste après. L'université était à 1 heure de route. Il le savait. Il s'en fichait. J'ai appelé maman ensuite. Elle a ri doucement. Chérie, ne sois pas dramatique. On va s'arranger. Mais je l'ai senti alors, cette certitude calme et lourde. Il n'était pas confus. Il n'était pas occupé. Il choisissait simplement autre chose, quelqu'un d'autre. Comme toujours. La confirmation finale est arrivée la veille de ma soutenance. Maman a répondu par-dessus la musique forte, sa voix mince entre des éclats de rire. Je suis chez Benoît pour aider à l'installation, a-t-elle dit. C'est le chaos total ici. Et demain, ai-je demandé. 15h, c'est ça ? On sera là, a-t-elle dit, distraite. Viviane apporte le dessert, elle a raccroché avant que je puisse répondre. Le lendemain après-midi, debout dans le couloir à l'extérieur de l'amphithéâtre, mon téléphone a vibré. Où es-tu ? A demandé maman. On est tous chez Benoît. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai laissé le silence remplir l'espace entre nous, lourd et définitif. Et dans ce silence, quelque chose en moi s'est mis en place. Je n'ai pas pleuré dans le couloir. Je n'ai rappelé personne. Je n'ai pas expliqué. J'ai rassemblé mes notes, je suis entré dans l'auditorium et j'ai défendu 8 années de travail devant une salle où manquaient 5 visages qui auraient dû être là. Et quand ce fut fini, quand, félicitations, Dr Élise Bertrand a résonné dans la salle, je n'ai rien ressenti d'autre qu'une douleur si familière qu'elle était presque calme. Cette nuit-là, alors que les messages de ma famille s'empilaient sans réponse sur mon écran, je me suis assise seule dans mon appartement avec les stores à moitié fermés, la lueur de ma lampe de bureau s'étirant sur la table, inondant des piles de papier de recherche, mon ordinateur portable et le programme de la cérémonie. J'ai lissé le pli qui courait en son centre une dernière fois. Puis j'ai ouvert mon ordinateur et créé un dossier intitulé « Transition ». Pas d'émotion, pas d'hésitation, juste un dossier. Et le premier pas vers une vie à laquelle il n'aurait plus accès. J'ai commencé par l'essentiel. J'ai téléchargé le formulaire de changement de nom sur le site du service public et je l'ai imprimé. Le bruit de l'imprimante bourdonnant dans l'appartement calme semblait étrangement rassurant. Les pages d'instruction, les documents requis. J'ai surligné chaque section avec des traits réguliers. Mon stylo n'a pas tremblé une seule fois. Ensuite, les comptes financiers. Je me suis connecté à chacun, mettant à jour les coordonnées, enregistrant les relevés dans le nouveau dossier intitulé Archives. J'ai exporté 2 tableurs, l'un listant chaque compte lié à mon ancien nom, un autre cartographiant comment chacun basculerait sous le nouveau. Ce n'était pas une vengeance, c'était de l'ordre. À minuit, le dossier contenait plus de structure que ma famille ne m'en avait offert depuis des années. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt. L'air était frais, la lumière du soleil vive à travers les stores. J'ai préparé une tasse de café, la vapeur s'élevant en ruban lent pendant que je revoyais la demande une dernière fois. Puis j'ai changé de vêtements, chemisier bleu marine, pantalon repassé, cheveux tirés proprement en arrière,
et j'ai conduit jusqu'à la mairie. Le bâtiment se dressait pâle et silencieux contre le ciel. À l'intérieur, l'employée a glissé une pile de formulaires vers moi. « Remplissez ceci », a-t-elle dit. J'ai hoché la tête, trouvé un siège près de la fenêtre et commencé. Ligne par ligne, signature par signature, mon nouveau nom, Élise Monnier, s'installait dans chaque espace vide comme s'il y avait sa place. Quand j'ai rendu les documents, l'employé a tamponné la première page, le son net et définitif. Le traitement prend quelques semaines, a-t-elle dit. C'est très bien, ai-je répondu. Dehors, le soleil semblait différent, plus clair, moins comme quelque chose que je devais mériter. La phase suivante a pris des jours calmes. J'ai d'abord mis à jour mon adresse email. Une adresse propre, non liée à la famille. J'ai transféré tous les documents de recherche vers un nouveau cloud, supprimé l'ancien. J'ai archivé les messages des collègues, mentors et amis. La seule chose que je n'ai pas supprimée était un petit dossier nommé « Rose » rempli de photos de ma grand-tante et des lettres d'anniversaire qu'elle m'avait envoyées pendant mes études. Son écriture avait toujours semblé certaine, même quand la mienne tremblait. À la fin de la semaine, ma vie numérique ne contenait plus le nom Bertrand. La transition physique est venue ensuite. J'ai mis mon appartement en carton, les livres empilés proprement, les vêtements pliés en longues rangées, les cadres retournés face contre terre et enveloppés dans du papier. Je me suis tenue au centre du salon la veille de l'arrivée des déménageurs, écoutant le doux bourdonnement du réfrigérateur, le faible buzz d'un lampadaire à l'extérieur. Mon téléphone s'allumait toutes les quelques minutes. Appel, texto, tentative manquée de saisir ce qu'il n'avait jamais tenu en premier lieu. Je n'ai pas répondu. Quand le camion s'est éloigné, emportant tout ce que je possédais vers Rennes, j'ai verrouillé la porte de l'appartement et posé ma main sur le métal froid un instant. Pas de sentimentalisme, juste de l'immobilité. Le trajet vers le nord-ouest a pris 2 jours. De longues étendues d'autoroute, la radio en sourdine, des aires de repos avec des distributeurs automatiques clignotants. Je ne m'arrêtais que pour l'essence et le café. Chaque kilomètre ressemblait à la dissolution de fines connexions effilochées tombant derrière moi. Rennes m'a accueilli avec un ciel gris et une bruine douce. Parfait, ai-je pensé. Une ville où le silence ne ressemblait pas à une punition, mais à une façon de respirer. Mon nouvel appartement était petit mais lumineux, avec un balcon étroit donnant sur une rue calme bordée d'arbres. J'ai placé mes cartons près de la fenêtre et ouvert celui étiqueté « Travail ». Des papiers de recherche, un carnet, une seule photo de moi et de ma grand-tante lors d'un dîner d'anniversaire lointain. Je l'ai épinglé au-dessus de mon bureau. Le lendemain matin, je suis entré dans le cabinet de conseil environnemental qui m'avait offert un poste des mois plus tôt. Une réceptionniste m'a accueilli chaleureusement. Mes nouveaux collègues se sont présentés un par un. Personne n'a posé de questions sur ma famille. Personne ne m'a comparé à un frère ou une sœur. Je me suis assise à mon nouveau bureau, connectée à mon nouveau compte, et j'ai senti une étrange stabilité inconnue s'installer dans ma poitrine. Les soirs, je continuais le travail silencieux. J'ai changé le nom sur mon permis de conduire, mis à jour mon inscription sur les listes électorales, remplacé mon dossier médical, réassigné les contacts d'urgence, fermé le dernier compte bancaire avec l'ancien nom de famille. Chaque tâche apportait son propre petit son. Le tapotement des touches, le clic d'un bouton, la déchirure douce d'une enveloppe. Pas dramatique, pas triomphant, mais précis, contrôlé, à moi. Certains soirs, je m'asseyais à mon bureau avec la fenêtre entr'ouverte, laissant l'air frais dériver à l'intérieur. Je prenais un formulaire, une facture, un document, et je sentais ce serrement familier dans ma poitrine s'alléger juste un peu. Cette fois, pensais-je en glissant une autre page dans le dossier terminé, je ne réparerai pas ce qu'ils ont cassé. Ce n'était pas un vœu, juste une limite. Enfin écrite. La notification est arrivée par un matin gris, des semaines après mon installation à Rennes. Votre demande de changement de nom a été approuvée. Une phrase simple. Un interrupteur silencieux basculé. J'ai imprimé la confirmation, la page encore chaude quand je l'ai glissée dans un dossier étiqueté identité. Les nouveaux documents, permis, carte bancaire, dossier professionnel avaient déjà commencé à se mettre à jour. Bientôt, plus rien ne porterait le nom que ma famille oubliait exprès.
Je ne l'ai pas annoncé. Je n'ai envoyé de message à personne. J'ai juste vécu. Mais le silence a une façon de faire écho quand les gens s'attendent à du bruit. La première onde est venue d'un email transféré à ma nouvelle boîte de réception par les RH. Votre contact d'urgence a tenté un accès. L'entête disait que mon ancien numéro était déconnecté. Mon ancien email archivé. Mon dossier personnel les signalait comme relations non vérifiées. Le système les a verrouillés automatiquement. Une autre onde est arrivée la semaine suivante. Le gestionnaire de l'appartement de Lyon a laissé un message vocal sur mon nouveau téléphone professionnel. Votre famille essaie de nous joindre pour votre adresse de réexpédition. Nous ne pouvons pas la divulguer sans consentement écrit. Je n'en ai donné aucun. Un mois plus tard, j'ai allumé le vieux téléphone que je gardais dans un tiroir. 83 appels manqués de ma mère. Des dizaines de Viviane, une poignée de Benoît, un de papa. Chaque message vocal devenait plus frénétique que le dernier. Où es-tu? Ce n'est pas drôle. On doit parler de la remise des diplômes. Tu exagères tout. Tu ne peux pas juste disparaître. Ce silence est puéril. Tu nous dois une explication. Je ne leur devais rien. J'ai éteint le téléphone et l'ai remis dans le tiroir. L'air semblait plus léger. Puis est venu le moment où tout s'est aligné. Grand-tante Rose est décédée tranquillement, paisiblement. Elle était l'une des rares personnes qui me voyait vraiment, et je savais que je devais y aller. Pas pour ma famille, mais pour elle. La chapelle à Lyon ressemblait à la dernière fois où j'y étais allée. Bois poli, éclairage doux, air épais de lys. Je suis arrivée tôt et je me suis assise près de l'allée, les mains jointes autour du programme imprimé. Le nom dessus, Élise Monnier, était encore étrange pour ma famille, mais il ne l'était pas pour moi. Plus maintenant. Ils sont arrivés en vague. Ma mère s'est arrêtée net quand elle m'a vue. Tu as changé de nom. Ce n'était pas une question. C'était une accusation. La mâchoire de mon père s'est crispée. Viviane a cligné des yeux, incrédule. Benoît avait l'air de quelqu'un à qui on avait coupé le souffle. Leurs yeux passaient du programme à moi, puis revenaient. Tu aurais dû nous le dire, a dit maman à voix basse. Vous auriez dû venir, ai-je répondu, ma voix égale. Elle a ouvert la bouche, prête à argumenter, mais le préposé de la chapelle a fait signe pour le silence. Pendant le service, il me regardait plus que la cérémonie. De temps en temps, le regard de maman glissait vers moi. Confusion, frustration, quelque chose comme de la peur. La même peur que les gens ressentent quand une carte familière a été redessinée sans eux. Après le dernier hymne, elle m'a suivi dehors. Élise, ce n'est pas juste, a-t-elle chuchoté. On a fait une erreur. Les familles passent au-dessus de ces choses. Je me tenais près de ma voiture de location, le vent doux soulevant le bord de mon manteau. Vous avez choisi un barbecue plutôt que mon doctorat, ai-je dit. Vous n'avez pas oublié. Vous avez priorisé. Ce n'est pas vrai. Si, ça l'est, ai-je dit. Et maintenant, les systèmes dans lesquels j'existe ne reconnaissent que les gens qui sont présents. Vous n'étiez pas sur la liste. Le reste s'est géré tout seul. Son visage s'est tendu comme si la réalisation atterrissait enfin. Il n'y avait aucun argument qu'elle pouvait avancer pour défaire un dossier judiciaire, un fichier d'état civil, une identité numérique. L'amour pouvait être revendiqué, mais la paperasse était immunisée contre la culpabilité. Viviane s'est approchée ensuite. Tu n'étais pas obligé d'aller aussi loin, a-t-elle dit. Je ne suis pas allée loin, ai-je répondu. Je suis allée là où on me voyait. Benoît n'a pas parlé du tout. Je suis montée dans la voiture, j'ai fermé la porte et j'ai regardé leur forme devenir floue à travers le pare-brise. Ils ne pouvaient pas suivre, ni légalement, ni numériquement, ni émotionnellement. La vie liée à mon ancien nom s'était terminée sans cérémonie. Celle liée à mon nouveau nom avait déjà commencé. Et pour la première fois, la perte n'était pas la mienne. Rennes s'est installée autour de moi comme une nuit douce s'installe autour d'une rue qui refroidit, calme, sans hâte, indifférente de la manière la plus douce. Les mois ont passé et les rythmes de ma nouvelle vie se sont formés sans effort. Je marchais vers le travail sous des ciels gris et bas.
Je préparais du café dans la petite cuisine de mon appartement, le bruit de l'eau remplissant le silence au lieu de le briser. Sur mon bureau, des ébauches de modèles de récupération d'eau s'étalaient sur le bois en ligne prudente, éclairées par une lueur matinale diffuse qui rendait tout plus calme que je ne me sentais. Lentement, l'immobilité a cessé de sembler étrangère. Mon nom, Élise Monnier, apparaissait sur les mémos et les signatures de mails, sur les dossiers de projet. Chaque fois que je le voyais, quelque chose en moi s'ancrait un peu plus profondément. Lors des réunions, les collègues demandaient mon avis sans me comparer à quelqu'un d'autre. Après le travail, une collègue m'invitait à prendre un café, où Alexandre me retrouvait dans un petit café niché entre deux immeubles en briques. Il écoutait. Il se souvenait des détails. Il posait des questions sur le projet de dessalement que je peaufinais depuis des années, et il ne feignait pas l'intérêt. Il le montrait. Certains soirs, je m'asseyais sur le balcon avec une couverture sur les épaules, la ville bourdonnant doucement au loin. La pluie traçait des lignes sur la rambarde, régulière et imperturbable. Je pensais à la chaise vide à ma soutenance, celle que j'avais fixée pendant un long moment avant de commencer ma présentation. L'image revenait de temps en temps, mais sa forme avait changé. Ce n'était plus une douleur, juste un souvenir, petit et plat, comme une photographie glissée au fond d'un tiroir. Je ne les détestais pas. Cela m'a surprise. La haine exigeait du poids, et je ne portais plus le leur. La paperasse avait fait une chose que je n'avais jamais pu faire. Elle avait tracé une limite nette. Pas une barricade, juste une ligne. D'un côté, la vie où j'attendais d'être choisie. De l'autre, la vie où je n'attendais pas. Quand j'ai quitté la mairie des mois plus tôt, je ne fuyais pas ma famille. Je marchais vers moi-même, vers un nom qui appartenait à quelqu'un qui était présent pour moi, même quand personne d'autre ne l'était. Maintenant, dans la bruine douce d'une soirée bretonne, j'ai réalisé quelque chose de plus calme que le pardon, de plus simple que la clôture. Je n'étais plus manquante. J'étais arrivée. Les limites ne sont pas des punitions. Ce sont les preuves de l'endroit où vous avez enfin appris à vous tenir debout. Ma famille a passé des années à m'oublier dans des pièces où j'ai travaillé dur pour entrer. Alors, j'ai construit une vie dans un endroit où être présent n'était pas une option. Maintenant, quand je signe mon nom, Élise Monnier, le silence qui suit n'est pas vide. Il est à moi. Et certaines portes restent fermées simplement parce que je ne frappe plus.